Je suis reçu par une astrologue qui s'appelle Noëlla Noël et qui habite donc Saint-Malo, une très jolie ville d'ailleurs que j'ai visité hier soir, by night. Ouais, une ville sympathique. Et je vais faire connaissance avec cette dame qui ne fait pas encore partie des gens qui ont participé à nos activités depuis d'ailleurs des décennies. Donc vous êtes resté un peu à l'écart. C'est-à-dire que vous êtes nouvelle dans l'astrologie. Oui, parce que j'ai commencé à percevoir un peu la profondeur que pouvait avoir l'astrologie tardivement, c'était en 98. Oui. Et donc là, ça m'a amené un petit peu à rentrer dans l'étude, je dirais, plus approfondie de cette science que je pensais pouvoir s'ouvrir sur beaucoup d'aspects très intéressants. Et donc, si vous voulez, j'ai d'abord étudié avant de me confronter à un public éventuel. Hein, et à partir de 2002, j'ai commencé à recevoir des personnes qui s'interrogeaient sur eux-mêmes, sur leur thème natal, sur des notions de prédiction. Et puis de fil en aiguille, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que je trouve que ça donne un sens aussi beaucoup aux gens, aussi ça les remet en place par rapport au rythme de la nature en général. Et donc voilà, moi je suis toute nouvelle dans ce cercle. Effectivement, si j'avais commencé avant, j'aurais encore des connaissances, parce que c'est un travail de long terme, hein. On est plus des chercheurs et des observateurs que des professionnels dans le sens lucratif du terme, enfin moi en ce qui me concerne. Mais alors finalement, vous avez opté pour quelle école d'astrologie? Alors moi, je fais beaucoup, quand je fais mes analyses de thème natal, la notion de ce qu'on appelle l'astrologie judiciaire, les notions de degrés, c'est-à-dire que je ne visualise pas. Oui, c'est-à-dire que sur chaque degré, il y a des fois des influences, et donc il y a une précision, si vous voulez, qui est, je trouve, plus fine que comme j'ai vu certains astrologues, à partir du moment qu'un Mars est en Lion, on se fiche un peu dans quel décan il est, et voir si c'est des signes amis ou pas, ce Mars en Lion va être interprété de façon généraliste. Et donc moi j'ai quand même essayé de rechercher un petit peu plus de subtilité là-dessus, et c'est l'astrologie judiciaire que j'ai trouvé qui était intéressante là-dessus, parce qu'on prenait en compte un petit peu ces données-là. Au niveau karmique, je dirais que l'Arzoul, moi, m'a beaucoup influencé. Oui, je trouve que j'ai eu des satisfactions là-dessus. Et puis après, je dirais qu'on fait aussi notre soupe à nous au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'à force d'étudier aussi les théories des uns et des autres, on les met en application, on les juge, et donc on voit ce qu'on garde et ce qu'on laisse. Hein. Alors, comme vous employez le mot astrologie judiciaire, est-ce que ça renvoie à des noms de traités que vous avez dans votre bibliothèque? Oui. Alors, je ne sais même plus, je vais vous redire ça après, parce que c'est un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui. Non, c'est des vieux ouvrages. Oui. Souvent tirés, d'ailleurs, qui font beaucoup référence à comment c'est, Villefranche. Oui, c'est ça, des oreilles de Selva, des Hieros, etc. Oui, effectivement, c'est un mot qu'on emploie par opposition d'ailleurs par opposition à l'astronomie d'ailleurs, parce qu'en fin de compte, autrefois l'astrologie, on employait le mot astrologie pour désigner aussi bien l'astronomie. Et donc on disait judiciaire pour désigner l'astrologie que nous connaissons aujourd'hui. Donc notre astrologie, ça vient du mot d'ailleurs qui porte des jugements, voilà. Alors comment vous évaluez, c'est une question qu'on se pose beaucoup actuellement, comment on peut savoir si l'astrologie marche en fait? Alors, écoutez, comme toute science, on observe, on applique et on voit si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. C'est quand même quelque chose qui s'observe avec le temps. Il y a aussi l'expérience puis ça dépend. Il y a une notion aussi
du contexte. Je dirais que c'est comme, tiens, vous qui êtes musicien, c'est comme quand même quand on lit une partition de musique. Hein, on ressent un rythme, on ressent une harmonie en elle, rien qu'à on regarde d'une carte aussi. Hein, oui. Donc après, on fait des études aussi sur les faits passés, aussi sur des choses qu'on connaît, pour voir un petit peu les points communs entre ces notions connues historiquement et puis ce qu'on peut lire dans notre méthodologie astrologique. Oui, mais enfin, c'est pas si simple. Bon, la comparaison avec la musique, bon, on peut aimer une musique. Maintenant, le client peut aimer votre musique aussi. Il peut aimer ce que vous lui dites. Ah ben, le retour, moi j'ai beaucoup, je suis satisfaite de ça, dans le sens où j'ai quand même un retour beaucoup de clientèle. Donc je pense que quand les gens viennent, c'est la meilleure preuve que le travail est apprécié. Oui, oui, c'est ça. Et puis à partir du moment où, quand on dit à une personne, bah, écoutez, des gens, enfin un exemple tout bête, quand est-ce que ma maison va être vendue, ou je suis en train de faire ça, et quand est-ce que ça va se faire, quand on leur amène des réponses, ils sont contents après coup de nous dire, de confirmer les dires, hein, de nous dire effectivement, je suis très étonnée qu'en astrologie on puisse arriver à des notions de précision quand même sur les faits. Mais le problème, c'est que ces clients, ils ne comprennent pas exactement ce que vous faites. Ah, moi j'explique toujours, je fais beaucoup de pédagogie au niveau de... Alors c'est vrai qu'on est face à beaucoup de clients aussi qui font un amalgame voyance astrologie. À partir du moment où vous parlez, ils vont finalement, au bout du compte, ils font attention à ce que vous dites. Oui. Et pas pourquoi vous le dites. Non, mais bon, certains s'en intéressent quand même, donc c'est quand même bien de leur donner quelques bases, de façon à ce qu'ils comprennent, parce que bon, dire des choses, mais sans en expliquer le contexte, etc., c'est quand même important d'appuyer sur certains points et sur certaines... Il y a des points plus importants que les autres, quoi. Il y a une certaine hiérarchie aussi dans la façon de prendre des points sur une carte. J'entendais une astrologue célèbre et très médiatisée, il y a fond la voix un peu moins, commencer par nous donner un détail sur une part de fortune. Bon, je pense que la part de fortune est le détail le plus important en premier lieu, ou qui peut déterminer quelque chose. Hein. Non, on est quand même obligé de leur expliquer un petit peu le contexte. Quand je leur fais une révolution solaire, je leur explique le mécanisme de la révolution solaire, du moment où le soleil se retrouve à la même position. Oui, le principe. De toute façon, à ce qu'ils suivent. Ils suivent plus ou moins. Ah ben, c'est pas des professionnels. C'est ça. Donc finalement, l'astrologie est jugée par des personnes qui ne connaissent que ce qu'on veut bien leur dire et ce qu'on veut bien leur expliquer. Donc leur compétence à apprécier En fait, c'est quelque chose qui est encore très méconnu. Oui. À part l'aspect vulgarisé dans les magazines, où, là, les gens... non, mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que c'est le rôle extraordinaire du public. C'est-à-dire que c'est des non-astrologues qui valident l'astrologie, en fait. Ah ben, quand vous leur faites des prédictions, il n'y a que qui peuvent les valider. Ils pourraient être validés par les chercheurs eux-mêmes, par les astrologues eux-mêmes. Oui, mais si vous voulez, qui va avoir la preuve que l'événement est bien arrivé, c'est le client. Moi, parfois, des clients ne me rappellent pas. Ah oui, non, le client, oui, mais non, c'est pas que l'événement soit arrivé, c'est que l'événement correspond au système astrologique. Alors, autrement, vous dites, parce que vous pouvez effectivement dire quelque chose, mais qu'est-ce qui va prouver que ce quelque chose que vous avez dit a un rapport avec l'astrologie ? Il peut être vrai. Moi j'annonce toujours le pourquoi. Oui, d'accord, mais je veux dire que le pourquoi, ils ne connaissent pas très bien le pourquoi. Ils ne savent pas pourquoi vous avez dit une chose et pas une autre. Je fixe toujours mes paroles, soit par écrit, soit par enregistrement. Donc de façon à ce que, si vous voulez, la personne, il n'y ait pas de perte de mémoire à la sortie du cabinet. Non, les paroles, oui, mais la façon dont vous avez produit ces paroles, elle, échappe au client, par définition, ou vous ne lui avez donné que... Je lui donne, moi, les éléments, je lui dis... Oui, mais les éléments que vous avez jugé bon d'utiliser.
mais il n'a pas connaissance de l'ensemble de ce dont vous disposez. C'est pas un astrologue. Mais en même temps, quand je donne un événement qui doit se réaliser, je dis pourquoi j'estime que cet événement-là doit se réaliser. Et la preuve astrologique qui est la mienne à ce moment-là par rapport à ce fait-là. Alors après ça, il y a autant d'astrologie qu'il peut y avoir d'astrologues. Oui, mais on peut, bien entendu, un astrologue est capable de donner une raison pour laquelle il dit une chose, mais on va se demander pourquoi il utilisait cette configuration et pas une autre à ce moment-là. Ça, après, c'est bon, alors donc les gens, ils savent ce qu'on leur dit, mais ils ne savent pas ce qu'on leur dit pas. Donc ils ne savent pas, ils ne peuvent pas deviner que vous aviez autre chose sous la main que vous n'avez pas utilisé. Ah oui, non, ils viennent pas dans ce but-là. Non, c'est pour ça que je veux dire qu'ils ne sont pas là pour valider. Non. Ils ne viennent pas pour valider. C'est ça le problème. On ne peut pas à la fois... C'est seulement le résultat qui vous valide votre analyse. Ça, il y a un débat là-dessus. C'est pas, le résultat ne peut être accepté que si on a montré qu'il était fonction d'un système bien précis, bien suivi autrement. Parce que le résultat, il peut être fonction d'autre chose. Il peut être fonction d'avoir votre connaissance de la vie politique, de votre intuition des gens. Enfin, il y a des tas de facteurs qui peuvent vous aider. Oui, mais quand vous avez une personne qui vient vers vous et qui vous dit, bon, je vous redonne l'exemple, moi j'avais une amie très sceptique comme ça sur l'astrologie, qui était embêtée parce qu'elle avait fait l'achat d'une propriété et elle cherchait à vendre la sienne. Bon, je lui dis, écoute, donne-moi tes dates et heures de naissance, toi et ton mari, s'il est impliqué aussi dans la signature. Bon, à la suite de l'étude, quand j'ai vu leur révolution solaire, les aspects financiers de l'année, après ça, on est en transit, je lui dis, écoute, dans 3 semaines, il y a 3e semaine de décembre, vous signez, il n'y a pas à t'inquiéter, ça va être fait. Et bon, elle m'a rappelé peu de temps après en me disant, écoute, avec précision, la date a été donnée. Oui. Parce que, je lui dis, il y avait des Jupiter trigones à l'ascendant à ce moment-là, enfin des choses qui étaient parlantes. Donc si vous voulez, après, bon, effectivement, soit ils rentrent dans, là on est après dans le système d'apprendre l'astrologie, mais eux c'est pas le but c'est d'avoir non, ils sont pas faits pour ça, ils sont pas faits pour valider l'astrologie. Ils sont pas compétents. Mais là, le fait la valide tout de même. Ils sont faits pour valider l'astrologue, mais pas l'astrologie. Non, c'est pas pareil. L'astrologue, avec tout ce qu'il a pu dire, pourquoi il le dit. Alors l'astrologue, c'est l'astrologue. Bon, l'astrologue, on ne sait pas très bien non plus comment il fonctionne dans sa tête, pourquoi il dit certaines choses et pas d'autres, pourquoi il met... Bon, c'est l'astrologue, la qualité de l'astrologue, comme d'ailleurs la qualité du voyant. Tout à fait. D'une certaine manière, ils parlent à peu près de la même façon, ces gens-là. La seule différence, c'est qu'ils ne peuvent pas étayer, ils ne peuvent pas expliquer par le jeu des planètes ce qu'ils disent, mais ils pourraient le faire. Enfin, je veux dire, il y a ils pourraient le faire. Je pense qu'un bon voyant a beaucoup de mal à être astrologue. Ça ne se réfère pas du tout à la même perception des choses. Un médium, c'est quand même Neptune. Le médium, c'est un petit peu, je dirais, une intuition, un clapet au-dessus de sa tête. C'est comme un messager des dieux, le médium. Une personne va le rencontrer. Enfin, moi, c'est des gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans ma vie de nombreuses fois, bien avant que je fasse de l'astrologie. Et ce sont des personnes, vous pouvez y aller dans un but précis, mais le médium ne vous donnera que l'information que vous avez à avoir à ce moment-là. Mais ça, après, on transcende ça par une spiritualité aussi, et cette notion-là. L'astrologue, lui, n'a surtout pas à rentrer dans la notion d'intuition. Il a à s'attacher aux faits, à la réalité, au positionnement planétaire. Donc, un médium qui devient astrologue, j'en vois pas mal comme ça qui font un peu de tout. Mais c'est pas de la même nature du tout. Oui. Nous, on se refuse. Moi, il y a des moments, je me refuse un jugement quelconque d'intuitif sur une situation. Et on est obligé de l'étayer par des confirmations plus réalistes que ça. Là, il y a un paradoxe, ça c'est en théorie, parce qu'en pratique, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Mais il y a un paradoxe qui fait que l'astrologue parle beaucoup de tout sauf de l'astrologie, en fait. C'est-à-dire qu'il va parler de la personne qui vient le voir, il va parler d'un événement, mais finalement, il a beaucoup de mal à parler de son domaine à lui. Il ne fait que... les gens à qui il demande de le valider sont des gens... il va parler d'autre chose que de l'astrologie.
il va pas dire comment Ah, son moi, système les gens fonctionne. me reprochent souvent de leur mettre beaucoup de termes techniques en leur expliquant que bon, l'explication que je leur donne est due à ce qu'une maison 1 est en maison 1. Ça va pas être la même chose qu'une maison 1 natale une maison 4 annuelle en maison 1 natale. Oui, mais ça, c'est pas. Et moi, ça, je donne, je dis Oui, ça. mais ça, ne vous expliquez pas. Excusez-moi, votre fille elle a interrompu. Tiens, je crois qu'il y a quelqu'un qui parlait aussi. C'est monsieur de Seine, justement, le fameux Christophe de Seine. Bonjour. Dites bonjour, monsieur de Seine. Comme ça. Je dois dire bonjour, monsieur de Seine. Il vient de Combourg. Ah, ben écoutez, mais j'ai déjà entendu parler de vous. Et je me demande si on ne s'était pas eu au téléphone il y a longtemps que ça. On s'est même rencontrés. Voilà. On a pris un verre, on Voilà. Je me rappelle très bien. Il y a quelques années. Oui, tout à fait. Bon, voilà. Donc, nous avons été rejoints par Christophe de Seine, qui nous vient de Combourg. Donc, on est dans une. C'est quoi ça s'appelle comment cette région Combourg-Saint-Malo? C'est un nom? C'est la Haute-Bretagne maintenant, je crois que Théophile. Bretagne, c'est un mot un peu général. C'est le pays de Saint-Malo, au sens large, la Haute-Bretagne. D'accord. Il paraît que les offices de tourisme veulent communiquer sur la Haute-Bretagne parce qu'en Ille-et-Vilaine, les Français ont du mal à savoir où ça se trouve. Ouais, aujourd'hui, ils incitent les gens à parler de Haute-Bretagne. Bon, d'accord. Donc, on était en train d'aborder un certain nombre de paradoxes avec Madame Noël. C'est que finalement, les astrologues parlent beaucoup, s'adressent à un public qui ne connaît pas l'astrologie. Et donc, et qui lui est quand même censé porter un jugement sur elle, de manière. Et il parle plus facilement de la vie des gens, de l'histoire du monde, que de l'astrologie elle-même. C'est-à-dire pas de l'astrologie, je ne parle pas uniquement des techniques, je parle aussi de son fonctionnement, de l'utilisation de ces techniques d'après une certaine logique. Enfin, je veux dire c'est une discipline qui est très extravertie en fait. Elle a du mal à parler de ce qu'elle est elle-même et elle parle beaucoup des autres. C'est comme quelqu'un par exemple qui n'accepterait jamais de parler de lui, qui parlerait toujours des gens qu'il rencontre, des gens qu'il voit, et quelque part, il demanderait aux gens qu'il rencontre de le juger à partir de ce qu'il dit d'eux, et pas tellement de ce qu'il dit de lui. Alors, ça fait un peu partie des paradoxes de la communication. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Christophe de Seine, peut-être que je vous prends un peu à la froid. Non. Enfin, sur le fond, il n'y a rien à redire, ce que vous annoncez, qui est juste. Effectivement, bon, on va. Donc, Madame Noël, donc, elle a des clients qui sont satisfaits de son travail, n'est-ce pas? Qui valident, eux, le résultat. Si vous voulez, l'astrologie, c'est quand même, on tire une conclusion du mouvement planétaire en ayant observé des faits depuis maintenant, on ne va plus citer les années, les siècles. Les siècles. Donc, si vous voulez, on part quand même d'une connaissance qui est déjà là. Nous ne faisons que répéter ce que des astrologues disaient déjà leur pharaon. Donc, on n'invente pas, on n'a même pas tellement à inventer. Parce que si on commence à inventer en astrologie, là, on va finir à vite perdre pied. Donc, si vous voulez, c'est quand même une science très ancienne. Alors, il y a le fonctionnement, c'est la conséquence de ce mouvement planétaire. Donc, nous, les gens viennent dans un but précis, leur but est beaucoup plus à un objet beaucoup plus matériel. Alors, on leur explique cela quand même, parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils ont leur place entre les planètes, la Terre, et le microcosme et le macrocosme. Mais Madame Noël, imaginons par exemple que vous donniez voici un pronostic à quelqu'un. Vous lui dites, voilà, je vous dis ça parce que vous avez telle planète, tel handicap. Oui, vous ne lui expliquez pas le système, vous prenez un élément de votre travail. Bon, lui, il ne sait pas du tout pourquoi vous avez parlé de ça et pas d'autre chose. Il ne va pas vous dire, mais madame, vous êtes en train de me parler de cette planète-là, et pourquoi pas de celle-là? Ah, monsieur, des fois, il pose des questions. En fait, je veux dire, il n'y a pas les moyens de juger comment vous utilisez votre propre outil. Il peut juger de la pertinence de l'utilisation, mais pas de l'utilisation elle-même. Non, c'est pas le but. C'est pas le but. Non, mais c'est pas le but, donc c'est bien ce qu'on dit, il n'est pas là pour valider.
Mais il valide quand même par les... Alors, quelle est la valeur de la validation de quelqu'un qui ne connaît pas le fonctionnement de ce qu'on utilise? En confrontant le discours de l'astrologue à ce qu'il sait de sa vie. Non mais en quoi il pourra valider que c'est le système astrologique qui est validé? C'est l'imitation que l'astrologue fait du système qui peut valider à la limite. Ce qui valide, c'est le discours que va faire l'astrologue. Oui, voilà, je ne vais pas dire. Le discours. Là, on est d'accord. Le discours, le discours, il est ce qu'il est, et il est issu, il est extrait, il est inspiré par les données cosmiques. Bon, c'est tout ce qu'il peut dire. C'est le métier de l'astrologue. Oui, non mais c'est pas la question. Il ne faut pas exagérer le rôle du client par rapport à la validation de l'astrologie. Ah, c'est pas l'exagérer, mais c'est lui qui reste le seul témoin quand même de ce qui se passe dans ces... Alors en plus, il est le seul à apprécier. Alors, oui, parce que c'est souvent de l'intime. Bon, alors vous vous rendez compte que ça repose sur son intime conviction, toute l'astrologie reposerait là-dessus, alors finalement... Ou alors, on peut le faire valider en plus grand nombre. Quand je fais mes prédictions, ah voilà, c'est ça. Comme les gens me disent, tu te mouilles. Ah oui, il faut se mouiller, voilà, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Faut y aller, et puis bon, on se trompe, mais il y a des marges d'erreur, un médecin n'est pas toujours bon dans son diagnostic non plus, donc il y a une notion qu'il faut accepter, il y a des risques qu'il faut savoir prendre. On va en parler tout à l'heure. Alors justement, vous parliez de le poids de cette tradition millénaire, etc. Mais alors qu'est-ce que vous pensez justement de cette modernité de l'astrologie qui utilise des planètes que les Égyptiens évidemment ne connaissaient pas? Oui. Alors, c'est ça le problème, c'est un peu... Alors moi, votre discours est tout à fait pertinent si, effectivement, on dit que l'astrologie n'a pas changé. Alors ça, quelque part, ça se justifie. Mais à partir du moment où vous intégrez, ce que je suppose que vous faites, j'en sais rien, à partir du moment où vous intégrez des planètes qu'on a découvertes au XVIIIe, au XIXe, au XXe siècle... Ils sont souvent parallèles à des découvertes, d'ailleurs, qui les associent. Oui, voilà, mais alors à ce moment-là, on n'est pas tout autre chose, voyez-vous, on ne peut pas jouer à la fois la carte de la tradition millénaire et la carte de la modernité. Mais la découverte de ces planètes-là n'en met pas en cause la signification des planètes anciennes. Non, mais elles se rajouteraient, ce sont des compléments. On n'est pas certain qu'elles aient la même valeur, qu'elles aient le même ancrage. Là encore, c'est le temps qui le dira. C'est une science qui est en total devenir tout le temps, constamment. C'est comme le mathématicien, le physicien qui, à partir de faits concrets, va essayer de sortir des théories et des ce qu'on remarque au sujet de ces planètes transsaturniennes, que vous évoquez, Jacques, vous connaissez bien d'ailleurs, transplutoniennes. D'autres sont transplutoniennes et ont été découvertes qu'au XXIe siècle, comme Eris. Ce qu'on remarque, c'est qu'elles apparaissent dans l'histoire des hommes à des moments clés, qui d'ailleurs permettent de les associer à la symbolique de ces moments clés. Uranus est découvert au moment de la Révolution française, de l'indépendance des États-Unis, pour faire large. Neptune est découverte au moment des grandes révolutions collectives, ouvrières et autres. Pluton est découverte au moment où Planck et Heisenberg vont formaliser l'infiniment petit, la théorie des quanta, la subtilité qui est associée au côté transcendant. Oui, non, mais d'accord, mais ça c'est certain. Bon, c'est une logique, on connaît bien, vous imaginez bien qu'on connaît bien ce genre de propos. C'est un propos qui présente l'astrologie d'une manière un petit peu mystique, qui passe pas forcément bien. Je dis tout de suite, une astrologie qui dirait voilà, la planète va arriver et puis il va se passer des choses, c'est pas vraiment la même astrologie. Alors on est dans une autre logique là. D'un côté vous avez l'astrologie jusqu'au XVIIIe siècle qui parle de cycles de planètes qui ont toujours existé, et puis là tout d'un coup on parle d'une astrologie où l'humanité découvre des planètes parce qu'à certains moments il se passe quelque chose. On n'est plus du tout dans le même plan épistémologique. On ne découvre pas parce qu'il se passe quelque chose de curieux. On continue notre découverte de l'univers avec les influences aussi de ces corps-là. Des fois, c'est pas des planètes, puisqu'il y a eu toute la polémique avec Pluton qui était considéré comme une planète ou pas, d'après sa grosseur, sa grandeur, etc. Mais on découvre notre environnement cosmique et on n'a pas fini de le découvrir. Il y a encore d'autres éléments qui interviendront par la suite. Mais ça s'ajoute. Ça ne contredit pas, ça n'amène pas un rejet de l'astrologie ancienne, c'est un complément on affine nos connaissances sur ces domaines-là. Oui.
Cela dit, effectivement, l'utilisation de ces planètes lentes n'est pas sans problème, parce qu'effectivement, là on parle de l'astrologie mondiale, elle n'est pas sans problème parce qu'effectivement, elles sont lentes. Donc par exemple, pour rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez, quand on veut essayer d'expliquer actuellement la situation actuelle par l'astrologie, beaucoup d'astrologues vont forcément utiliser justement ces nouvelles planètes. Hein. Donc elles prennent une place absolument énorme. On peut presque dire que moi j'entends même plus parler de Jupiter et de Saturne, enfin je veux dire à la limite, n'est-ce pas? Donc on a Uranus, Neptune, Pluton notamment, qui viennent un petit peu, peut-être éventuellement quelques aspects, quelques présences des planètes plus rapides, mais elles ont vraiment occupé un champ absolument considérable, et surtout, comme elles sont lentes, dès qu'on les utilise, eh bien on est amené à se situer dans une perspective très, très longue. C'est pour ça qu'elles sont essentiellement utilisées dans des... Ah oui, mais on va donc démesurer... dans l'individuel. Ah non, mais je ne parle pas de masse, je parle de longueur. C'est-à-dire que vous êtes obligé... Si vous expliquez un facteur par un phénomène qui est lent, vous allez dire que le phénomène va durer longtemps. Donc vous allez être obligé de tout faire, donc vous allez être obligé de faire durer les choses de façon considérable parce que vous avez utilisé des planètes lentes. Il faut bien comprendre que l'utilisation des planètes lentes n'est pas innocente et n'est pas inoffensive. Elle a des effets épistémologiques, c'est-à-dire qu'elle a des effets sur la valeur même du travail de l'astrologue. Si moi j'essaie d'expliquer par Mars ou Jupiter un événement, je n'aurai pas normalement les mêmes échéances et la même durée que si j'explique par Neptune et par Pluton. Donc je risque de donner une ampleur, une rareté aussi, parce que quand une configuration de planète lente se produit, elle est censée être plus rare. Ah oui. Ah oui. Alors vous allez donc conférer une rareté, donc forcément, vous allez dire cet événement ne s'est pas produit depuis des centaines d'années à la limite, n'est-ce pas? Alors vous allez conférer, parce que vous avez utilisé des planètes lentes, vous allez être obligé de chercher des références il y a 300-400 ans où il y avait la même configuration. Et donc vous risquez de donner, d'exagérer démesurément l'importance et la durée et l'ampleur de l'événement que vous allez étudier au travers d'un outil qui est surdimensionné. C'est-à-dire qu'un outil, vous utilisez des planètes qui sont trop lentes. Alors, il y a là c'est une des grandes menaces pour l'astrologie mondiale. C'est pas une menace, au contraire, c'est un outil absolument fantastique. Moi, je me souviens d'avoir fait des articles qui évoquaient l'énorme ressemblance entre le XVe et le XXe siècle. Ouais. Et parce qu'effectivement, en utilisant des planètes comme Uranus, Neptune et Pluton, on a un cycle de 500 ans qui place à peu près les mêmes configurations dans une échelle de temps qui est le triple de Neptune et le double de Pluton. Voilà. Et ça permet des rapprochements historiques qui, sur le plan de l'évolution collective, sont extrêmement intéressants et très justes. Mais dans certains cas, à ce niveau-là, ça peut paraître... Il y a le revers de la médaille. Bien évidemment qu'on peut au moins se dire, au moins ça sert à ça. Ça sert évidemment à faire des rapprochements avec des périodes très longues, très anciennes. Mais, bon, là aussi, ça risque d'être complètement disproportionné. On risque d'abord pour porter un jugement, l'astrologue il doit être supposé être capable de porter un jugement à chaud sur des événements qui viennent de se produire et de leur donner la juste perspective. Bon. Or, je vois qu'actuellement, les astrologues, ils ne font pas du tout ça, parce qu'ils crient avec les loups, c'est-à-dire qu'ils croient qu'ils vivent de façon extrêmement forte l'événement actuel et lui donnent des proportions qui, peut-être par la suite, vont apparaître complètement débiles. On va dire, mais pourquoi ils se sont polarisés sur un truc qui n'aura duré que quelques années. Généralement, ils ne se polarisent quand même pas que sur un fait. C'est une accumulation de faits qui fait que l'on va réagir. On peut parler de la conjoncture actuelle, de ces fameuses planètes lentes. Hein, oui, justement. Effectivement, vous avez évoqué la situation actuelle. Oui, là, en ce moment, parce que je vous vois venir sur ce sujet-là, la configuration actuelle là, de ces doubles carrés oppositions qu'on vit en ce moment, qui font quand même réagir beaucoup d'astrologues sur ce phénomène. Cet Uranus-Jupiter qui va être opposé à Saturne-Mars et puis en carré à Pluton en Capricorne.
Bon, effectivement, mais ce n'est pas là que le fait d'une planète, c'est quand même la composition de ces 5 planètes, à un certain moment qui effectivement nous dit, bon, il y a peut-être quelque chose qui va se produire, qui peut être... alors, moi je trouve, comme Monsieur de Seine, qu'il est intéressant à ce moment-là d'avoir des cycles longs, pour voir sur les époques où on a eu des aspects similaires, de voir qu'est-ce qu'il en est ressorti. Donc là, le phénomène actuel, dont beaucoup disent on est dans le renouvellement des années, de l'évolution des fins des années 30, notamment déclaration de Seconde Guerre mondiale en 39, etc. Bon, on avait un Pluton en Cancer. Le Cancer, c'est quand même la communauté. Bon, on a vu le problème de la communauté juive à ce moment-là. C'était les territoires, hein, c'est les territoires, c'est tout ça. Bon, Hitler envahissait l'Allemagne, envahissait l'Europe, etc. Donc il y avait une notion territoriale qui était touchée. Là, notre Pluton n'est plus du tout pareil, il est en Capricorne, donc on ne peut plus parler de même type de phénomène. On est là dans des phénomènes qui sont beaucoup plus institutionnels. Le Capricorne a toujours eu cette signification-là, de l'État, de l'administration, des institutions. Et bon, qu'est-ce qu'on voit Alors on est en train de dire tout ça, et puis en parallèle, qu'est-ce qu'on voit? On voit une institution européenne qui est en train d'évoluer aux éclats, et qui n'a pas fini là pendant l'été de voler certainement en éclats. Mais justement, donc si vous voulez, ça se traduit, et on n'a pas besoin de s'inquiéter des prévisions. Combien de temps ça va durer, Madame Flo? De combien de temps ça va durer? Le gros de la crise. Non, mais justement, c'était ça dont je parlais. Je parlais de la durée. Oui, mais pour rebondir sur ce que dit Madame. Parce que si dans 3 ans, par exemple, attendez, si dans 3... Non, mais vous parlez d'un événement majeur. Si dans 3 ans, l'Europe s'est reprise, etc., alors, vous faudrait savoir si vous annoncez une crise qui va durer 100 ans ou si elle va durer 3 ans. Il faudrait quand même savoir. Vous savez très bien que ce genre d'aspect-là ne dure pas non plus des siècles. Il y a des passages difficiles, mais des fois ces passages-là sont l'allumette qui allume le feu d'une situation chaotique qu'il faudra reprendre en cause, même si l'aspect à ce moment-là n'existe plus. C'est-à-dire qu'il y a une onde, c'est comme la marée. La marée est quand même le meilleur exemple concret qu'on a, où on a une poussée comme ça, et puis hop, ça dé... Et après, il faut gérer. Après, il faut gérer la marée et les dégâts qu'elle a fait. Donc là, on n'est plus forcément dans le show de l'aspect, mais on est dans l'organisation humaine par rapport aux événements. Je suis tout à fait d'accord avec Mme Noël, et pour rebondir sur ce que vous venez d'exprimer, c'est vrai qu'il y a des points particuliers qui permettent de dire à quel moment on va se trouver dans une situation au sommet, assez critique, notamment parce que en juillet, Mars va passer pour réactiver en quelque sorte, pour activer cette configuration qu'on peut penser effectivement a priori relativement dangereuse sur le plan mondial, et on a aussi des lunaisons qui s'installent sur ces points. Et donc c'est tout à fait... C'est votre domaine, la lunaison. C'est quelque chose dont je me sers beaucoup pour étudier l'astrologie mondiale. Et je m'inscris donc en partie en faux avec ce que vous disiez quand vous pensiez que tout à l'heure, quand vous exprimiez le fait qu'avec les planètes lentes, on est dans des cycles longs. Pas forcément. Si on utilise les lunaisons et si on utilise l'activation avec Mars, par exemple, dans le cas présent en juillet, on est dans des cycles courts, dans des poussées de marée, où il se passe effectivement quelque chose qu'on peut dans le temps cerner de manière presque exacte. Mais alors là, si vous voulez, ça fait pas... C'est effectivement, si on fait introduire la notion de thème, parce que bien compte que par les maisons, on parlait d'un thème. Ah, de toute façon, l'astrologie, on est toujours dans le thème. Non, mais l'utilisation des thèmes en astrologie mondiale, c'est un problème. Je veux dire, parce que, effectivement, si on resitue les choses dans une structure de thème, la structure de thème, déjà, est une structure spatiale, déjà. Non, c'est une structure temporelle. Non, d'abord spatiale. Là, vous regardez l'ensemble des configurations à un moment donné. Oui, mais on le fait dans le temps. Non, mais attendez, on ne va pas faire des obstructions. On fixe dans l'espace de notre feuille de papier ce qui est d'abord un rythme. On fixe, d'accord, mais justement, on passe, le fait, quand vous dites, on tient compte de l'ensemble des facteurs planétaires. C'est bien une notion spatiale, on est d'accord là-dessus. Non, c'est une notion temporelle. Bon, écoutez, quand vous dites que Mars va rejoindre... Non, mais à un moment donné, vous faites ce qu'on appelle un cliché, vous faites un cliché, et vous photographiez l'ensemble de ce qui se passe à ce moment-là, par opposition à une approche cyclique, qui, elle, consisterait
à étudier un facteur et dire que tel facteur est à un certain point de son cycle, de ses phases. Bon. Sans s'intéresser aux autres facteurs. D'accord. Donc, je dis bien, du moment où vous regardez les différents cycles, vous êtes dans une spatialité. Quand vous étudiez un seul cycle, sur une longue période, vous êtes dans la chronologie et dans le temps. Bon, voilà, ça c'est quand même un point important. C'est pas une question de reproche ou pas, c'est une question de constat et d'analyse. On est dans la notion de thème astral est une notion de spatialisation de la cyclicité, si vous voulez. Alors qu'effectivement, voilà, on dit, voilà, à ce moment-là. Et on part du principe, du postulat, selon lequel tout ce qui est de l'interrelation et de l'interaction entre tous les facteurs qui sont là à ce moment-là. Entre tous les cycles qui sont là. Voilà, c'est ça. C'est ça. Logique quand même temporelle. Oui, mais le cycle, il est refoulé. Beaucoup d'images, lisez la suite et suite des autres. Oui, non, mais le cycle, il est là, mais il est là sans être là. C'est d'ailleurs toute l'ambiguïté du discours astrologique, du discours du thème astral. Et d'ailleurs, de toute façon, il y a un vrai problème à ce niveau-là. L'astrologie mondiale, alors, puisque vous allez parler des lunaisons, c'est comme si on faisait par exemple le thème d'un pays aussi. En fait, toute l'introduction de la notion de thème astral, qui est un vrai concept problématique en astrologie. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce thème astral? Est-ce que c'est quelque chose qui est acceptable ou pas, hein. Il est en question, le thème astral. Bon. L'astrologie n'est pas que le thème astral, on est d'accord. Le thème astral, c'est une certaine façon de faire une sorte de synthèse, à un moment donné, d'un ensemble de données qui sont peut-être en rapport, peut-être pas en rapport. Hein, c'est comme si, par exemple, je faisais le thème de tout ce qui est dans cette pièce-là, hein, de la télévision, de l'ordinateur, de la table, etc., et que je disais que tout ça est en interrelation, le pot de fleurs, etc., que vous êtes en interrelation. Peut-être que ça ne l'est pas. On n'est pas dans l'astrologie à ce moment-là. On n'est pas dans l'astrologie. Quand on fait quoi? L'astrologie ne gère que le vivant, que ce qui vit. On n'est pas dans le poste de télévision ou dans ceci. Ah ben jusqu'à présent, les planètes, c'est pas... La vie démarre au commencement. C'est bien pour ça qu'un thème natal, on démarre avec une date de naissance et une heure de naissance. Bon, ben, un pays, on le gère aussi avec sa dernière constitution, le moment où elle a été faite. Donc, on est dans le vivant, on est dans le démarrage de rythme de quelque chose qui vient à la vie. Non, mais la vie, non, mais justement, vous êtes dans un zoo aussi, vous avez de la vie. Dans un zoo aussi. Ah, mais des thèmes de non, c'est pas ça. Je veux dire, dans un zoo, vous avez des éléphants, vous avez des girafes, vous avez des singes, vous avez des cygnes. Ils ne sont pas forcément en interrelation parce qu'ils sont des animaux. Tout est en interrelation. Ah bon, d'accord. Alors voilà. Alors ça, c'est entendu. Alors voilà. Alors maintenant, vous le dites. Alors voilà. Alors ça, c'est. Non, mais j'aime bien que les gens aillent jusqu'au bout de leur démarche. Alors, tout est en interrelation. Bon, alors voilà. Donc c'est parfait. Hein. Pas de problème. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est à même de pouvoir prédire ou prévenir certaines choses, c'est qu'il y a une interrelation. Einstein disait que chaque pas qu'on faisait en avant est prévu depuis des millions d'années. Alors après, on croit au déterminisme ou pas, c'est une autre affaire. On peut très bien faire de l'astrologie sans passer par ce principe-là, Madame Noël. Attendez, il ne faudrait pas dire que l'astrologie est obligée d'accepter cette notion d'interrelation. Si j'étudie un certain cycle planétaire, je ne suis pas dans l'interrelation. En tout cas, pas d'interrelation au sens que je viens de le dire à l'instant. Si je dis le cycle de Saturne, je ne suis pas obligé de prendre en considération le cycle de Pluton. Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé, d'accord? Bon, voilà, tout le monde est d'accord, mais donc l'interrelation entre les astres, alors il ne faudrait pas jouer sur les mots, on n'est pas en train de parler non pas de l'interrelation entre les astres et les hommes, on est en train de parler de l'interrelation entre les planètes elles-mêmes. Si vous parlez d'interrelation entre les femmes, il est évident que c'est d'autres problèmes, qui ne posent pas le même problème d'ailleurs du tout. Mais là on est en train de parler de la question de l'interrelation. Est-elle justifiée au niveau de cette spatialisation, parce que finalement, interrelation, c'est un mot qui est tout à fait approprié. L'interrelation, c'est justement la notion de spatialisation. On interrelie des objets qui sont là, à un moment donné, là où ils sont. Mais il y a, par opposition à la cyclicité, qui, elle, va concerner le cours de l'objet dans sa course sur un temps donné. Il va s'intéresser au point A, au point B, au point C. Il ne va pas s'intéresser entre le A du groupe X et le B du groupe Z, etc. Il va s'intéresser à ce qui se passe au sein d'un seul et même cycle. Il n'est pas dans l'intercyclicité. Vous ne pouvez pas interdire qu'on pense une astrologie qui ne soit pas dans l'intercyclicité.
Donc, non, mais vous nous dites que c'est la seule astrologie, il n'y a pas que cette. Ah oui, vous avez fait. Ah oui, je suis surpris que Francis Santoni n'ait pas eu envie de développer des concepts sur iPhone, parce que ça relancerait pour lui le marché de... Ah oui, qui était celui de ses calculs de l'époque. Écoutez, transmettez mes points de vue. Si vous êtes... si vous êtes introduit auprès d'eux davantage que moi, n'hésitez pas à leur soumettre cette pression-là, quoi. Hein. Vous voulez un peu de lait ou non? Non, juste un petit fond de café. Merci beaucoup. Vous en voulez un, monsieur Alban? Non, pas du tout. Donc là, vous étiez en train de faire le point sur cette question de la forme de... Bon, parce qu'on c'est une partie. Donc, un des sujets qui vous intéresse, c'est on peut parler un peu de ce rapport entre l'astrologie et l'iPhone. Oui, c'est-à-dire qu'on est toujours intéressé par des outils qui nous servent et qui nous servent de façon fiable. Comme actuellement on est quand même beaucoup dans des multiples applications, enfin du moins Apple a lancé quand même des notions là qui sont intéressantes parce que des fois on n'a pas notre ordinateur dans la poche et notre téléphone sert à beaucoup de choses. Moi, il sert à enregistrer mes consultations. C'est tout juste si tu n'as pas aussi, j'ai une application. S'il y a besoin d'encaisser des sous par carte bleue, ça peut se passer aussi. Donc on a quand même une multitude d'aptitudes à faire, le positionnement des étoiles dans le ciel d'ailleurs, il y a une très bonne application avec ça. Et donc le fait de sortir une carte, d'avoir une fiabilité en termes de transit, et puis peut être intéressant, je dirais, dans le côté un peu nomadisme. Oui, c'est faisable. Le problème, c'est que les développeurs, la plupart des développeurs français de logiciels travaillent sur PC et ont des sources informatiques qui sont pour l'instant absolument inadaptées à l'iPhone. Et ça nécessite une réécriture en profondeur de l'ensemble des sources. Donc, il y a un peu de travail quand même. Oui, voilà. Alors, Madame Noël, quel est votre rapport donc à l'informatique justement L'informatique, c'est notre calculette de base, je dirais. On passe quand même beaucoup moins de temps que nos anciens là, à adresser des cartes et puis bon, à moins d'être un féru ou un passionné de mathématiques. Enfin bon, moi personnellement, je vois pas l'intérêt. La partie qui est la plus intéressante, c'est quand même l'interprétation, c'est quand même cette recherche-là, plus que la notion du calcul simple, quoi, hein, c'est vraiment... ça se rejoignait autrefois, bon, ils étaient aussi bien mathématiciens, physiciens, astrologues et tout ça. Mais bon, maintenant, on est un peu plus sectorisé, quoi. Hein. Je laisse le mathématique aux mathématiques. Vous qui avez vraiment pris la branche, la voie informatique, vous nous dire, vous faire un bilan un peu de ce que ça a apporté et des problèmes que ça a posé? Ça a apporté un énorme confort, enfin, comme l'a souligné à l'instant Noël, à l'évidence, un énorme confort au quotidien pour l'astrologue, qui se voit allégé de tous les calculs fastidieux, de transit et autres. À ce propos, d'ailleurs, ça a encouragé la complexification de l'astrologie, de cette manière. La complexification. Ben oui, parce que moi, je ne sais pas, quand j'ai commencé l'astrologie, il y a des gens qui disaient oui, mais ça c'est trop compliqué à calculer, à adresser, etc. Avec l'informatique, finalement, on y arrive très facilement. Oui. Donc les astrologues sont encouragés à utiliser des méthodes de plus en plus compliquées. Oui, qu'ils n'auraient pas utilisées, c'est-à-dire que l'informatique favorise la complexification de l'astrologie, la prise en compte d'un nombre de plus en plus important de facteurs, la prise en compte d'un nombre de plus en plus important de techniques prévisionnelles, par exemple, etc. Dire que... Il y a des choses comme, et j'y reviendrai tout à l'heure, comme l'astrolocalisation, qui me paraît être un outil très intéressant. Qui est également informatique. Il est très 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 fastidieux de créer une carte d'astrolocalisation, c'est-à-dire une projection de la sphère céleste sur une carte de la Terre. Il est très fastidieux d'utiliser une telle technique sans ordinateur. Voilà. Je dirais que c'est même pas possible. Donc il y a vraiment une astrologie qui est née de cet essor de l'informatique. Et il y a même des techniques. Moi, l'autre jour, j'écoutais monsieur Gabriel Ruiz, là, qui défendait l'astrologie uranienne, qui est une astrologie très complexe. Et il disait, on l'avait plus ou moins abandonnée jusqu'au moment où, justement, l'informatique a permis de faire des calculs relativement plus facilement. Donc effectivement, ça
ça a eu cet effet, je dirais, pervers, entre guillemets, de... C'est-à-dire c'est dommage, où effectivement, quand le fait de faire des calculs plus simplement va augmenter le nombre de calculs. Le but, je pense, de tout ça est quand même que l'aptitude à pouvoir faire des calculs facilement nous laisse plus de temps pour l'interprétation. Oui, oui. Mais c'est vrai que maintenant, l'astronome ne rechigne pas à multiplier, à augmenter... À faire oui, et puis à étudier un peu les différences entre les différentes méthodes. Donc là, les informaticiens ont la responsabilité de cette dimension qui vient plomber un peu l'astrologie. Que les mathématiciens et tout le monde, parce que même les directions primaires, par exemple, je sais que dans les années 60-70, il y a des gens qui disent « Oh, mais c'est fatigant, les directions primaires, pour les calculs, etc. » Et puis, 15 ans plus tard, les gens s'y sont mis, parce que de toute façon, ils n'ont pas besoin de les calculer. Ceci dit, il y a beaucoup à dire sur le calcul des directions primaires via les ordinateurs. Moi, je suis un peu encore fervente des vieilles méthodes de calcul d'arc, etc. Là encore, il faut tester, il faut regarder, observer, conclure si les méthodes sont bonnes ou pas bonnes. Je ne sais pas si les directions primaires sont tellement utilisées par les astrologues. Par contre, les anciens disaient qu'elles étaient primordiales quand même après dans l'analyse de prédiction, qu'il était intéressant de commencer par celle-là pour après analyser une révolution solaire et après analyser des transits. Chose d'ailleurs que les gens oublient beaucoup moi je vois dans les personnes néophytes des clients, où vous avez une personne qui vous appelle et dit « Oh là là, j'ai une planète qui passe dans ma maison, etc. et puis qui est en aspect avec telle autre. » Bon, j'y attendais. On va d'abord regarder aussi la toile de fond de la révolution solaire, parce que les transits ne s'inscrivent que dans une toile de fond bien déterminée par la révolution solaire. Au-delà de ça, il y avait effectivement les directions primaires qui étaient en amont aussi vues et que... Donc il y a quand même aussi une hiérarchie de prendre les choses les unes après les autres. L'avantage des directions primaires, ou même de tous les systèmes de direction, enfin l'avantage entre guillemets, c'est qu'on peut essayer d'avoir une vision globale de la vie de la personne à partir de son thème. C'est-à-dire qu'on projette dans le temps l'ensemble du thème. Alors que si on fait des transits, on fait un petit sondage par-ci, un petit sondage par-là. C'est les quelques heures après la naissance qui sont analysés. Voilà. Le grand défaut de l'astrologie actuelle, c'est la globalité du discours. En fin de compte, on fait des sondages, on va dire, voilà, aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe, et puis la prochaine fois, on va regarder ce qui se passe, et puis la fois encore, on va regarder ce qui se passe. Chaque fois, on fait un petit sondage spatial de ce qui se passe à ce moment-là, et on ne connecte même pas les choses entre elles. Ouais, enfin, c'est un vaste sujet. Il faudrait que vous organisiez un jour un colloque, Jacques, sur le thème des différents systèmes d'approche temporelle en astrologie. Je pense par exemple, il me paraît moins évident que les transits et les progressions, les directions secondaires n'évoquent pas la même chose, ne parlent pas de la même chose, ne se placent pas sur le même plan. Ils ne servent pas à la même chose. Les transits, c'est quand même... Il y a dans les progressions une notion de spiritualité, d'intériorité, de vie intérieure, spirituelle, on va dire, et dans les transits, quelque chose sans doute de beaucoup plus visible, de l'ordre du visible. Oui, non, mais il y a ce problème-là qui est que, effectivement, il y a le plus représentatif de distinguer ces deux plans, mais en dehors de la question du contenu, il y a aussi la méthode qui n'est pas la même, c'est-à-dire que le transit, c'est quelqu'un qui fait un transit, il n'a pas en tête l'ensemble de la réalité planétaire sur 50 ans. Il n'a pas tous les transits possibles imaginables sur 50 ans. Bon, donc, tant qu'on lui demande de faire un travail ponctuel, il s'en sort. Mais si on lui demande, et les transits dans 10 ans et 20 ans, il faudra qu'il fasse le travail. Mais généralement, il se contente, c'est ça le grand problème dont l'astrologie souffre aujourd'hui, il se contente de faire une analyse ponctuelle sur le moment de ce qui se passe au niveau des transits. Il sait même pas, par exemple, je vais vous donner un exemple un peu caricatural. Moi, je demande, même actuellement, prenons la fameuse crise actuelle, si je demande aux gens, aujourd'hui, il y a ça. Et vous savez ce qu'il y a dans 3 ans au niveau des configurations astrales? Ils en savent, ça se trouve, ils ne le savent même pas. Ils n'ont même pas été voir. C'est pour dire, la règle du jeu, c'est, voilà, il y a ça maintenant, on regarde ce qu'il y a maintenant. Voilà où en est l'astrologie. Écoutez, moi j'ai dit qu'à partir de 2017, on allait quand même souffler, peut-être pas, mais voir un peu plus clair, et puis qu'on avait quand même de nouvelles...
les trans saturniennes, et neptuniennes et uraniennes, là, qui vont quand même amener des configurations très rares mais très positives à partir de 2020-2023. Donc on a à ce moment-là une période qui va être aussi plus calme. Donc on voit bien que la tempête va passer, la tempête va être gérée, et puis après il y aura une période plus... Mais on ne se pose pas un peu toujours dans le bon. Alors ça peut être pour certains, mais je suis tout à fait d'accord. Pour d'autres, pour des raisons qui ne sont pas forcément d'ordre uniquement astrologique d'ailleurs. Il y a des vieux calendriers qui nous annoncent l'entrée dans un nouvel âge d'or. Voilà, tout ça se rejoint. Oui, mais en même temps, là justement, c'est amusant, parce que vous dites, Madame Noël dit que en telle année, il y aura quelque chose. Elle n'a pas dit plus que ça. Elle n'a pas parlé d'âge d'or. Elle a dit simplement qu'en 2017, il y aurait une configuration. Bon, vous voulez introduire, vous voulez nous convaincre qu'on entre dans une époque différente. Une configuration assez rare et très positive. Rare. Donc on retombe dans la notion de rareté. Et bon, Pluton entre en Verseau, donc on nous parle depuis longtemps aussi de cette entrée en Verseau. Donc bon voilà, là encore, on rassemble différents éléments pour en tirer une conclusion. On ne se base pas que sur un. Oui. Non mais, alors effectivement, vous avez, c'est intéressant parce que là il y a deux approches. Il y a l'approche qui consiste à essayer, et ça se sent bien, il y a deux approches actuellement qui sont en face à face. Plus ou moins, il y a l'approche qui consiste à dire que voilà, il y a une configuration planétaire maintenant, combien de temps elle va durer, et puis après il y a peut-être autre chose, et puis peut-être après ça va s'arrêter, et puis peut-être après il va retrouver. Donc c'est une approche, disons, raisonnable, c'est-à-dire qu'effectivement, dans tant d'années, la crise actuelle sera dépassée, ou dans tant d'années, on aura pris le contre-pied de ce qu'on fait actuellement, dans tant d'années, etc. Et puis il y a ceux qui disent on entre dans un autre âge, dans une autre période. Pas du tout, c'est le contraire. C'est le contraire. Je vois pas en quoi, ça peut être considéré comme le contraire, je vois pas en quoi, non. Mais dans un cas, vous dites qu'on a une phase de temps, d'années, et après on va revenir, on va repasser à autre chose, et puis après en d'années. Non, mais justement, on n'est pas dans l'évolution, là. La cyclicité n'est pas une évolution, là aussi, un problème de définition. On peut parler d'une évolution, mais si je dis, par exemple, est-ce que le cycle des saisons, c'est une évolution? Oui. Et pourtant, le cycle des saisons, il revient, il y a une évolution, oui, on passe du printemps à l'été, puis de l'été, on repasse à l'hiver, c'est une évolution, mais c'est cyclique. Je vois pas Alors que, par contre, une évolution linéaire, comme s'il dit, maintenant on est en été, mais on ne reviendra plus jamais en hiver, là, effectivement, c'est une évolution. Madame Noël évoque des configurations astrologiques rares et porteuses de... Rare, attendez, dès que vous parlez de Pluton, c'est forcément rare. Attends, excusez-moi, elle parle de l'entrée de Noël dans... On parle aussi d'astrologie mondiale. Je vois pas en quoi ce serait contradictoire avec une notion cyclique du temps. Non, mais elle a dit à juste titre que il y a des choses actuellement qui vont s'arrêter, qui vont se stabiliser, etc. C'est-à-dire que les choses vont reprendre, etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'entrer dans un processus qui va se perpétuer indéfiniment, ou sur une période très longue. On est dans une processus qui peut-être au bout de 3-4 ans va retrouver autre chose. Donc la question, c'est toute l'importance qu'on veut, toute l'extrapolation, l'importance qu'on veut accorder à un moment X et qu'on projette dans l'infini. Alors ce moment X, peut-être qu'il va durer 3 ans. Vous dites qu'on entre dans une période de plusieurs siècles. C'est quand même pas la même chose. Non, c'est 30 ans que cette nouvelle configuration. Oui, non mais messieurs, attendez, n'essayez pas d'être d'accord entre vous, c'est pas la peine. On n'est pas là pour dire on est d'accord entre nous. Si les gens, chacun a le droit d'avoir sa position, vous n'avez pas la même position que Christophe de Sèvres, il faut l'assumer, il ne s'agit pas de nier... je ne le sens pas du tout. Bon, non, mais justement, c'est ça, je ne moi je vous dis, vous voulez absolument... Mais non, pas absolument, mais là, c'est une évidence. Non, je pense qu'il y a, pour moi, il y a une évidence. Regardez les maladies, les dépressions cycliques qui se produisent aux équinoxes. C'est quelque chose de très connu. Ouais. Chaque changement de saison
est assortie pendant une période courte, qui est celle des équinoxes, de moments où les dépressions saisonnières ont des pics. Bah, oui, ça se comprend. Chaque changement de phase, en fait, de polarité, voilà, exactement. Est assorti ponctuellement de choses, de choses qui font sens. Et on peut imaginer tout à fait que les configurations dont Madame Noël parlait après 2017 soient comme une phase de transition relativement ponctuelle vers un cycle qui, effectivement, lui, s'inscrit dans une perspective de temps plus large. Je ne vois pas en quoi c'est contradictoire. Non, mais si vous ne voyez pas pourquoi, c'est pas grave. D'ailleurs. Bon, alors, effectivement, la question, effectivement, c'est l'autre jour, j'étais à une réunion à Paris organisée par l'association Source, dans un truc mondial, et la question de la réversibilité. C'est-à-dire, effectivement, une notion cyclique, c'est par exemple, voilà, les choses vont dans un sens, puis après elles repartent en sens inverse. Réversibilité. Les choses se font, se défont, etc. Bon. Il semblerait que cette notion de réversibilité tende à disparaître du discours de l'astrologue. Tout dépend du cycle dans lequel on se situe. Si on est sur des cycles longs, elle est déjà beaucoup plus lointaine, la réversibilité. Et voilà, tout ce que je disais avant que M. De Seine arrive, l'utilisation des cycles longs pose le problème de la réversibilité. C'est-à-dire que c'est pas sans effet. Tout à l'heure, on parlait des effets de l'informatique sur l'astrologie. Ben, les effets de l'introduction de nouvelles planètes ne sont pas non plus négligeables sur l'astrologie. Hein, et ça modifie beaucoup de choses dans la façon dont l'astrologie appréhende la réalité. Alors, effectivement, comme vous dites vous-même, si on a des planètes lentes, on est bien obligé d'aller dans le sens de la longueur, hein, c'est clair. Et on analyse aussi dans nos sociétés les choses sur beaucoup plus de longue durée que le faisaient les pharaons d'antan. Donc, à la limite, a-t-on les planètes équivalentes à notre vision du monde tous les 4 ans, tous les 4 ans, à ma connaissance, aux États-Unis, et tous les 5 ans en France, on change de président. J'ai pas l'impression du tout. Ah, mais le temps politique n'a pas à voir. Ah bon, ça n'a rien à voir, d'accord. C'est le temps politique est un temps. Ah oui, d'accord. Ah bon. Ah oui, d'accord. En tout cas, ça fait partie de notre vie collective, ce temps politique. Si ça allait aussi vite que notre temps mental, ça serait formidable, mais on n'est pas là. Donc, non, je pense qu'au contraire, on vit. Alors, donc, vous pensez que le temps s'est rallongé? Tout le monde dit le contraire. On parle accélération du temps, accélération du progrès, etc. Et puis vous dites le temps se rallonge. Autrefois, le temps était très long. Maintenant, il est raccourci, au contraire. C'est ça. Je vous signale entre parenthèses, encore en passant. Oui, mais notre recherche vise sur du plus long terme. Ah bon? Écoutez, je ne sais pas, les empires passés ne visaient pas à faire des progrès pour les siècles qui allaient suivre. Il y avait une notion qui ne se visait pas sur du long terme comme nous. Nous, on est quand même à analyser des situations pour éviter que nos descendants et les descendants de nos descendants vivent des catastrophes. Donc on a quand même, on essaie de projeter les choses sur bien plus longtemps. Vous savez, la royauté française, le système de la royauté française ou de la monarchie, c'est un système qui est censé fonctionner sur très très longtemps. Hein. Ah oui, il fonctionne sur très longtemps, mais le roi ne voit pas les choses sur... Ne parlons pas de la papauté. Moi, je parle de la projection des dirigeants d'autrefois sous l'Antiquité ne visait pas comment ça allait se passer en 2000, alors que nous, on est nos sociétés sont quand même très axées sur la recherche de l'imaginaire, de ce qui va se passer. Vous avez raison, hein, on commence à envisager des transports vers Mars. On commence avec le projet ITER, par exemple, à imaginer des nouvelles sources d'énergie avec la base de fusion nucléaire. On se projette bien plus loin que Jules César, quand même. Non, mais d'accord, mais notre vie, notre vie sociale, vie économique, non. C'est un inverse, Non, on peut toujours trouver des petites choses qui vont dans un sens ou dans l'autre, ça c'est clair. Hein, bon. C'est inversement proportionnel justement à notre rythme de vie, ça. Oui. Mais la question de savoir, c'est la question de savoir par quoi l'astrologie est concernée. Est-ce qu'elle est concernée par le fonctionnement des sociétés et le rythme des sociétés, ou est-ce qu'elle est d'une manière générale, est-ce qu'elle est fonctionnée par la modernité? Est-ce qu'elle est concernée par la modernité? Ou est-ce qu'au contraire, elle est concernée par des rythmes qui n'ont jamais changé au cours des siècles? On va savoir.
Parce que là, il y a encore une contradiction dans les termes. Tout à l'heure, j'en avais parlé avec Madame Noël. Alors, ou bien on parle d'une tradition astrologique extrêmement ancienne et de processus astrologiques extrêmement anciens, ou bien alors on parle de la modernité. Il ne faudrait pas jouer sur les deux tableaux. La modernité et l'apport de nouvelles planètes lentes, moi c'est ça que je ne comprends pas dans votre théorie, là. C'est le fait qu'elles ne contredisent pas ce que les anciennes disaient. Mais ça, attendez, c'est pas une question de tradition qui s'oppose à une modernité, c'est des compléments d'informations et de connaissances qui viennent compléter des connaissances anciennes. Moi je ne vois pas de contradiction. Mais c'est vous qui le dites, ça. C'est vous qui le dites. Non, moi je prends. Excusez-moi, je change la clé. Je sais pas, c'est une affirmation. Ben oui, mais il faut en sortir des Non, mais c'est une affirmation. Non, attendez, on est entre astrologues, on n'est pas. Bon, vous pouvez avoir une position, voilà, vous avez cette position. Mais on n'est pas c'est comme si c'était une évidence que c'est. Pourquoi ça ne serait pas contredit, justement? La question est là, est-ce que ça contredit? Vous donnez la réponse avant même qu'on ait posé la question. Ça contredit peut-être. Ou alors par quelques miracles, ça ne peut pas contredire. Alors c'est une théorie, c'est une vision du monde. On dit rien ne contredit rien. C'est un point de vue mystique que vous avez. Ah peut-être. Ah non mais à ce moment-là, il faut le dire. Vous dire, moi je pense que rien ne vient contredire rien. Ah non, je ne dis pas que rien ne contredit rien. Ah bon?